Good morning, everybody. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec Rock, nous allons vous parler de ce dont on a discuté à l'occasion de l'atelier consacré aux piliers travaillant sur le stockage de l'énergie et de l'hydrogène. Tout d'abord, dans le cadre de la troisième révolution industrielle, il est important de dire que l'hydrogène est utilisé pour donner une certaine cohérence, une certaine consistance au système d'énergie renouvelable et intermittente, ce qui permet au territoire d'atteindre la masse critique. C'est très important pour la région Nord-Pas-de-Calais. Il est important, bien sûr, de pouvoir s'aligner sur la stratégie européenne en matière d'énergie et puis cela va se traduire également par un changement de paradigme et cela va se traduire également par un plus en matière de stabilité au niveau de la région, comme Rock vous le dira. Alors, la stratégie européenne, elle a commencé par quoi? Par l'hydrogène. En 2002, Jérémy Rivkin a rencontré Romano Prodi, le président de la Commission de l'Européenne de l'époque, et ils se sont engagés à atteindre des objectifs d'ici le milieu du siècle pour arriver à une économie de l'hydrogène pleinement intégrée qui repose sur les sources d'énergie renouvelable. Et décision a été prise de relever le niveau de budget consacré à la recherche sur l'hydrogène. Nous sommes maintenant au 7e programme cadre. Il s'agit ici du programme cadre portant sur l'hydrogène qui bénéficie de la plus grande participation financière de l'Union européenne. Angela Merkel a décidé également de s'engager par rapport à cette stratégie qui a été baptisée stratégie 2020 au niveau de l'Union européenne. L'hydrogène peut véritablement faire la différence parce que l'hydrogène vous apprend à penser différemment et à concevoir différemment l'énergie. Dans le sud de l'Italie, nous avons l'université de l'hydrogène qui a vu le jour. Et c'est là où nous apprenons aux jeunes enfants la possibilité de se familiariser avec la biosphère, avec les écosystèmes. Et ils ont ainsi la possibilité également de faire bénéficier d'autres jeunes de leur entourage de ce qu'ils ont appris. Il y a un programme d'apprentissage qui porte sur les technologies de l'hydrogène et qui nous permet également d'aborder les autres technologies liées à la troisième révolution industrielle. Il est important de lier tout cela à une mentalité technocratique et d'assurer la bonne transition entre une énergie technocratique à une mentalité axée sur la formation. Souvent, on pense aux ingénieurs spécialisés dans le nucléaire. Mais il est important de faire preuve d'un petit peu plus d'empathie dans ce paradigme de la formation consacrée à l'énergie. Je vais maintenant donner la parole à Rock qui va nous parler de la manière dont ces technologies, notamment de l'hydrogène, feront leur apparition ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Ces éléments d'introduction sur le domaine spécifique de l'hydrogène. Alors je vais tâcher de vous restituer le plus fidèlement possible les messages essentiels qui sont ressortis de notre groupe de travail donc dédié au stockage de l'énergie et à l'hydrogène, à commencer par la manière dont nous avons vu la région de notre fenêtre, donc stockage de l'énergie. Alors sans surprise, le Nord-Pas-de-Calais, donc nous avons mentionné en fait 3 éléments clés. Le premier, c'est le niveau de développement avancé des réseaux, tant électriques que gaziers, l'existence d'un réseau de distribution d'hydrogène dans la région. Deuxième élément qui a déjà été mentionné par le groupe Efficacité énergétique, c'est une présence forte du segment industriel évidemment. Et enfin, côté projet de recherche déjà engagé dans la région, il y a un projet phare donc nommé GRID qui s'intéresse à l'injection justement d'un mélange gaz naturel plus hydrogène dans le réseau existant de gaz. Donc c'est un élément notable qui également est ressorti. Alors la question qu'on s'est posée, c'est quelle ambition pour la région côté stockage de l'énergie? Et nous avons pensé que la manière la plus fidèle de traduire d'exprimer cette ambition, c'est de réaliser les ambitions européennes, enfin les ambitions plutôt donc régionales, qui sont celles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la sécurité d'approvisionnement au moindre coût, puisque le stockage de l'énergie n'est pas un objectif en lui-même, mais bien un des moyens de cette transition énergétique, et tenant compte, en fonction des technologies que nous considérons, des impacts socio-économiques, donc création d'emplois et industriels.
Alors, ces notions d'objectifs ont été omniprésentes dans nos discussions. On n'y reviendra pas ici, on reprend disons ce qui nous a guidés, ce sont les 3 piliers indissociables européens, les 3 x 20 que vient de nommer Angelo. Et donc, un élément fondateur pour notre groupe de travail, qui est un moyen de la transition encore une fois, a été de dire que nous avons besoin d'objectifs court, moyen et long terme, de manière à venir soutenir leur réalisation. Et nous avons, avec notamment nos collègues de DNV KEMA, donc commencé à élaborer une méthodologie d'estimation des besoins et de différents éléments à prendre en compte pour donc trouver les moyens de stockage les plus adaptés. Un deuxième message essentiel et une conviction que nous avons portée depuis le début dans nos travaux et qui s'est confirmée, on l'a vu notamment par l'intervention de nos collègues du Fraunhofer Institute, c'est que l'optimisation énergétique et la transition énergétique passent par une collaboration des réseaux collectifs. On pense que l'optimum énergétique passe vraiment par la prise en compte de toutes les énergies, de toutes les infrastructures, de tous les atouts qu'il y a dans la région. Ici un slide, donc, une illustration préparée par la Commission de régulation de l'énergie, où l'on voit apparaître donc une coopération des réseaux électricité, gazier et chaleur, avec des éléments bien connus comme la cogénération de la chaufferie, des éléments moins connus comme la méthanation, où il s'agit de convertir l'électricité excédentaire en méthane de synthèse par l'intermédiaire de l'hydrogène, la méthanisation et la gazéification, où il s'agit de valoriser la biomasse de la région en produisant du biogaz. Donc là encore, message essentiel, on pense au stockage de l'énergie de manière transverse, multivectorielle, multi-énergie. Et pour nous, le stockage de l'énergie, c'est bien 3 domaines. Le stockage chimique, celui d'un combustible sous forme liquide, gazeuse ou solide, donc la forme la plus classique qui soit. Stockage sous forme de chaleur, et nous y reviendrons dans un moment, il y a des considérations très intéressantes en termes de stockage de chaleur. Et stockage de l'électricité, sur lequel nous reviendrons dans un instant. Enfin, un troisième message essentiel, c'est on revient au fait que le stockage n'est pas un objectif en lui-même. Nous pensons que dans la réalisation d'un équilibrage offre-demande au moindre coût, il y a différents niveaux de stratégie et que le stockage d'énergie ne vient qu'en stratégie numéro 3. La première stratégie étant de jouer sur la flexibilité de la demande, flexibilité de l'offre, voire en anticipant flexibilité en termes de, intégration de cette considération-là à l'étape de conception d'écoquartiers. Je parlais à l'instant de chauffage sous forme de chaleur. Nous avons eu un exemple très intéressant qui consiste à concevoir un quartier. Alors l'exemple a été cité d'un quartier de 400 logements où en fait le besoin de chaleur vient être servi par une serre qui est associée à ce quartier, une serre qui occupe 10% de la surface. Et en fait la chaleur donc thermique solaire captée par cette serre vient répondre aux besoins de chaleur du quartier par l'intermédiaire d'un stockage de chaleur souterrain. Donc là, c'est quelque chose, alors sur le développement de nouveaux quartiers, il nous a semblé que c'était un retour d'expérience très intéressant, en tout cas à prendre en considération. Deuxième niveau de stratégie, c'est celle de l'interconnexion réseau, la réalisation de l'équilibrage offre-demande dans l'espace. Et enfin, troisième niveau de priorité, donc le recours au stockage d'énergie qui consiste à réaliser l'équilibrage offre-demande dans le temps quand on ne réussit pas à le faire dans l'espace. Enfin, donc quatrième priorité, soit une déconnexion de la production renouvelable si jamais nous sommes en excédent et qu'on ne sait pas quoi en faire, ou alors recours à des actifs de production polluants, et au passage, donc c'est une source négawatt, ce slide. Donc voilà, ça nous amène, donc ce dernier message clé et ces priorités nous amènent à nos conclusions à ce stade de nos travaux, qui est celle que donc l'équilibrage offre-demande dans l'espace est une priorité, ça c'est une évidence. À l'étape de la conception d'un quartier, nous en avons parlé, le stockage en chaleur souterrain a été mentionné, et que le besoin, les études montrent qu'en termes de stockage d'électricité, ce qui semble se dessiner, c'est qu'on est sur un besoin de stockage long terme, intersaisonnier, qui est poussé évidemment par l'émergence d'actifs de production intermittents, qui sont prévisibles mais non programmables, donc auxquels il faut savoir adapter un maximum la demande. Et pour répondre à ce besoin long terme, 3 pistes prioritaires ont été identifiées, des plus pertinentes. Le power to gas, donc le recours à l'hydrogène comme vecteur énergétique issu de l'électricité, les stations de transfert d'énergie par pompage et le stockage par air comprimé. Nous en sommes à 4 minutes de la fin, aux pistes à considérer, 3 slides, donc 2 à court terme et 1 à long terme et moyen terme. Donc pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire à court terme, c'est la bonne nouvelle. Alors à court terme, commencez par se concentrer sur les synergies et les optimisations possibles du système énergétique.
Donc intégrer les réseaux de chaleur à basse température pour la conception de quartiers sobres en énergie, nous en avons parlé. Penser le domaine du stockage mutualisé à l'échelle du quartier, ce sont des pistes qui ont été évoquées. Considérer un rapprochement offre-demande en chaleur, notamment lors du déploiement de nouvelles installations qui seraient éventuellement émettrices de chaleur, donc essayer de rapprocher en termes géographiques la production de chaleur de besoins éventuels. Une piste qui nous a été proposée par DNV Kima, c'est l'opportunité éventuellement d'optimisation portée par un arbitrage entre chauffage électrique direct et ballon à accumulation. Là encore, on est dans le domaine du stockage sous forme de chaleur. Le stockage sous forme de ballon à accumulation avec circuit de chaud d'après semble être une piste à explorer à court terme. Et enfin, donc le pilotage des cogénérations, c'est-à-dire lorsqu'une électricité décarbonée abondante vient être disponible, effectivement, ça a peu de sens, nous a-t-il semblé, d'utiliser du gaz pour produire de l'électricité de manière décentralisée. Deuxième slide de piste à court terme, le power to gas. Donc étudier la faisabilité d'une part d'injecter de l'hydrogène dans les réseaux de gaz existants tels quels, sous la forme d'un mélange gaz naturel plus hydrogène. C'est bien l'ambition du projet GRID, donc qui se déroule à Dunkerque et qui a pour objectif d'étudier l'équation technico-économique de ce procédé-là pour une injection et un usage d'une part dans un écoquartier de 200 logements et par ailleurs dans le cadre de mobilité, donc dans des bus. Et par ailleurs, donc, étudier le procédé de méthanation, où là, il s'agit d'utiliser l'hydrogène et l'associer à du CO2 de manière à venir créer du méthane de synthèse qui ensuite est injecté de manière tout à fait transparente dans les réseaux gaziers à nouveau. Enfin, un élément qu'a mentionné Angelo en introduction, un soutien à court terme de la démarche au niveau régional nous semble indiqué, tant par l'intermédiaire d'un programme d'accompagnement que vient de mentionner Angelo, que par la mise en place d'un modèle énergétique régional qui pourrait d'ailleurs correspondre aux besoins de différents groupes. Ce serait un outil intéressant à avoir. Et des indicateurs de performance. Alors là, un nombre d'indicateurs importants a été mentionné. Les besoins, évidemment, pour caractériser les technologies de stockage les plus indiquées. Une analyse de cycle de vie, l'occupation des sols. Là-dessus, M. Leitner le citait en introduction à l'ouverture de nos échanges. Voilà, un indicateur global serait très intéressant à construire. Et enfin, à moyen et long terme. À moyen et long terme, c'est présenté donc la piste de la promotion d'une utilisation de l'hydrogène vert dans l'industrie. Rappelons qu'aujourd'hui, l'hydrogène est très largement utilisé pour ses propriétés chimiques, essentiellement dans les usines d'ammoniac et les raffineries de pétrole. Donc l'idée, ce serait d'utiliser justement de l'hydrogène produit à partir d'électricité décarbonée excédentaire pour l'utiliser dans un contexte industriel. Et à plus long terme, étudier l'opportunité que représente, et là encore pour répondre aux besoins de stockage d'électricité long terme intersaisonnier que nous évoquions tout à l'heure, étudier les pistes via des démonstrateurs du stockage à air comprimé et le développement éventuel de stations de transfert d'énergie par pompage utilisant des cavités souterraines. C'est-à-dire plutôt que utiliser en fait l'énergie potentielle, mais avec des cavités souterraines. Et il est 45, je vous remercie. Et en plus, ça avait le mérite d'être clair. Claude. Alors une première question que je ne devrais pas te poser, Roch, devant 200 personnes, c'est qu'il faut arrêter d'être à Paris, il faut venir travailler avec nous ici. Et la deuxième question qui suit, elle est liée, c'est est-ce que du travail que vous avez fait, est-ce que tu n'as pas le sentiment, parce que je sais que la question a été posée au niveau national, je sais que l'Allemagne s'y est engagée il y a quelques semaines, est-ce qu'on a la possibilité, et il y a énormément de choses qu'on a découvert avec vous, d'en faire une filière d'excellence régionale qui nous place en pointe sur ce sujet et qui nous permette de développer progressivement ce dont on aura besoin dans les années à venir? Et si oui, comment? Alors là, je compte sur nos collègues d'Hydrogénix également pour donner leur retour d'expérience en matière justement de procédés de power to gas. C'est tout à fait une question que nous étudions via le projet GRID côté GRDF. Pour l'instant, il y a beaucoup de questionnements. Un des questionnements pour un mélange gaz naturel hydrogène, c'est bien la réaction du réseau de gaz et des équipements qui sont connectés à ce mélange-là.
une des questions pour le procédé de méthanation, ça reste évidemment de l'équation économique à étudier, notamment la question de l'origine du CO2, c'est-à-dire où est-ce que les procédés doivent être placés de manière à associer à l'hydrogène produit à partir d'électricité décarbonée ce CO2. Alors, une excellence régionale, le Power to Gas, c'est le seul projet, à ma connaissance, en France qui se déroule à Dunkerque. Donc, il me semble que c'est tout à fait une longueur d'avance sur laquelle il faut capitaliser. Ensuite, en termes de... voilà, il reste beaucoup de questions à lever. Je vais interpeller le représentant d'Hydrogénix. Vous voulez peut-être apporter un complément ? Yes, Oui, par rapport au Power to Gas et par rapport au niveau de maturité de la technologie, je dois vous dire que c'est relativement simple. La technologie, elle est là. Il n'y a pas vraiment d'obstacle ou de verrou technologique à lever. Les activités peuvent démarrer dès demain. Ce qu'il faut mettre en place, par contre, au niveau européen, et pas seulement au niveau européen, mais également au niveau national, c'est des réglementations, des bonnes réglementations qui permettent à des applications telles que le Power to Gas, qui permettent à ces applications d'être monétisables. Il est important que celles-ci occupent une bonne place dans le paysage énergétique de l'Europe. Tout le monde sait que le stockage d'énergie n'a toujours pas d'identité, n'a toujours pas été repris dans les réglementations européennes et c'est probablement là le premier obstacle à franchir. Le stockage d'énergie, c'est un peu le gitan de l'énergie. Il est important de pouvoir prendre le taureau par les cornes et il est important de pouvoir développer des réglementations afin de pouvoir assurer le déploiement à grande échelle du Power to Gas. Et puis, il y a également un autre point à ne pas perdre de vue dans ces discussions. C'est le fait que ce concept de Power to Gas est probablement la seule et unique technologie qui existe au jour d'aujourd'hui et qui puisse nous permettre de créer de véritables interconnexions entre les différents secteurs et les différentes filières énergétiques, que ce soit l'électricité, la chaleur ou le secteur du transport. C'est donc une opportunité à saisir. Il faut absolument recanaliser tous les électrons pour en faire bénéficier les différentes filières énergie afin de pouvoir décarboniser les autres filières. C'est une opportunité qui, je trouve, est négligée. Le Power to Gas, ce n'est pas un standard simple. Nous parlons de plus que simplement le stockage d'énergie lorsque nous parlons du Power to Gas. Et cela sera capital si nous voulons procéder à la décarbonatation des différents systèmes. Parce que si nous voulons un système décarboné, il ne faut pas uniquement se concentrer sur la filière électrique. Il faut également avoir un secteur du transport décarboné. Et à cette fin, la technologie Power to Gas est probablement le meilleur outil vous permettant de parvenir à vos fins. À gauche, une question. Ah, ben voilà. Certains vont dire que j'ai du mal. Excusez-moi, parce que ça va être une question de béotienne. Est-ce à cet endroit-là qu'on parle d'énergie fatale? Alors, est-ce que vous avez une question par rapport aux énergies fatales? Est-ce bien cela? Je voudrais quand même savoir exactement ce que ça peut représenter et puis savoir donc si ça peut servir, si ça peut être utile, si on peut l'utiliser. Alors c'est tout à fait un des résultats qui est attendu de ces travaux intergroupes que nous menons.
Pour l'instant, et ça a été discuté en préparation de ce forum, notre contribution a été de lister les différentes technologies de stockage, leurs performances, de manière à pouvoir fournir des éléments de réflexion et des chiffres clés pour construire ces indicateurs de performance globaux des systèmes énergétiques qu'on pourra imaginer pour demain. Vous parlez justement de mix énergétique, c'est-à-dire de moyens de production de l'énergie. Aujourd'hui, c'est moins dans notre périmètre, c'est davantage dans le périmètre du groupe, notamment je pense au groupe ENR et en tout cas aux travaux transverses qui seront menés. Notre objectif, c'est vraiment de se positionner comme moyen d'intégration, comme moyen d'étude de ces nouveaux défis qui attendent le système énergétique, qui sont ces nouvelles énergies que finalement on ne décide pas quand le vent est disponible, on ne décide pas quand le soleil est disponible, on sait le prévoir plus ou moins, mais on ne sait pas le piloter, et de venir estimer le moment où eh bien, la production sera excédentaire par rapport à la demande, où viendra placer des contraintes sur les réseaux par rapport à leur état actuel, et à ces moments-là, le stockage de l'énergie, donc un décalage dans le temps entre le moment où l'énergie est produite et le moment où elle est consommée, a du sens. Donc voilà, nous ne positionnons pas aujourd'hui notre contribution, en tout cas notre groupe de travail n'a pas travaillé sur des scénarios de mix énergétique et de production d'énergie renouvelable. Ça répond à la question? Non, mais Jérémy Rifkin souhaite répondre. The weakest link here. Le maillon le plus faible dans ces 5 piliers, c'est le stockage. Non pas parce que la technologie n'est pas disponible, mais tout simplement parce qu'il est une question d'échelle ici. Et donc, c'est dommage que nous perdions 3 kilowatts sur 4 ou sur 5. Le problème, c'est cette question de stockage. Et donc, investir dans les énergies renouvelables connaît une courbe exponentielle. Les coûts diminuent, mais le problème, c'est que nous continuons à perdre 3 kilowatts sur 4 à cause des problèmes de stockage. Il faudrait peut-être envisager, je ne sais pas moi, un tarif de rachat ou un incitant au niveau de la proposition régionale. Si nous avons un tarif de rachat pour les renouvelables, on devrait avoir des incitants semblables également permettant d'accorder une plus grande place au stockage dans la proposition. Ça ne date pas d'hier. Il y a un engagement qui a été pris par Romano Prodi, un engagement à hauteur de 2 milliards d'euros. Et puis, Angelo vous a parlé d'une initiative de 8 milliards d'euros qui ont fait l'objet d'une initiative également de la Commission européenne. Je sais que chez Hydrogenics, vous travaillez avec E.ON sur les questions de stockage. Et si je ne m'abuse, il s'agit d'un plan opérationnel de relativement grande ampleur. Et donc, ça pourrait être intéressant de creuser cette question et de voir ce que vous faites de votre côté et dans quelle mesure nous ne pourrions pas offrir du sur-mesure aux entreprises ici dans la région. Je suis sûre que ça les aiderait. Ce serait vraiment un grand coup de pouce. Oui, de nouveau, j'insiste sur le fait de dire que la technologie, elle est là, elle est disponible. Il y a 6 mois, E.ON nous a passé commande et nous allons injecter de l'hydrogène dans le réseau de distribution de gaz à proximité de Berlin. Cela va se faire dans les mois à venir. La technologie, elle est là. Vous pouvez assurer la mise en œuvre directement. Par rapport à E.ON et par rapport aux autres partenaires industriels, et grâce au soutien des associations européennes du stockage de l'énergie, nous sommes en train de définir un ensemble de recommandations, de réglementations que nous aimerions recommander, que nous aimerions voir adopter au niveau des États membres et au niveau européen, afin de pouvoir encourager le déploiement rapide de la technologie Power to Gas à l'échelle européenne. Encore une chose dont on a parlé déjà hier et qui est très très important. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais hier on a dit qu'en Allemagne, un seuil de 20% d'électricité verte a été atteint. Et lorsque ce seuil a été atteint, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on arrive à 20% de solaire ou d'éolien dans le réseau, eh bien, l'on assiste à un changement de paradigme, de révolution conceptuelle, vraiment. Il y a
beaucoup trop de solaire et beaucoup trop d'éolien qui rentrent dans le mix des énergies renouvelables. Et donc, il est important de pouvoir travailler sur les autres filières. Bon, évidemment, le problème, ces énergies ne fonctionnent pas 24 heures sur 24. Et donc, c'est normal que ces plans aient besoin de plus de temps avant d'arriver à un retour sur investissement. D'où la question du seuil, pays par pays. Et donc, nous, si nous voulons atteindre le 20% au niveau de la région, il est important de nous assurer que nous ayons des infrastructures de stockage. Cela sera capital. Et nous allons devoir faire ce que E.ON a fait, à savoir travailler sur la question de stockage, disposer du stockage et essayer d'avancer sur les questions des énergies renouvelables. Parce que si on arrive à 20%, on doit absolument avoir la capacité de stockage. J'espère qu'en disant cela, je ne me trompe pas. Il faut absolument que cela fasse partie intégrante de notre plan, parce que c'est un aspect qui n'a figuré dans aucun autre plan auparavant. Angelo, je crois, voulait dire quelque chose. Oui, encore une petite chose que j'aimerais ajouter par rapport à la question des tarifs de rachat et de régime d'incitant dont Jérémy a parlé. Les tarifs de rachat interviennent lorsque la technologie qui est considérée comme étant particulièrement méritante du point de vue sociétal, arrive quasiment au niveau du marché. J'aimerais vous rappeler que lorsque les tarifs de rachat ont été introduits après la stratégie 20-20-20, dont j'ai déjà parlé dans ma présentation, la technologie photovoltaïque avoisinait 8 000 € par kilowatt. Donc un système photovoltaïque à l'époque coûtait 40 000 €, grosso modo. Et maintenant, nous voyons que nous arrivons à 1 000, 1 200 € par kilowatt avec l'introduction des tarifs de rachat. La technologie à base d'hydrogène est à un niveau moindre par kilowatt comparé au photovoltaïque. Et donc, il est temps que l'Europe, et que cette région commence à accompagner l'intégration de ces systèmes photovoltaïques, parce que Philippe de Sment de Hydrogénix hier nous a dit que s'ils avaient des commandes massives, ils pourraient très bien, sans incitant, commencer à travailler sur le prix. J'espère ne pas me tromper en disant cela. En plus de ce que Jérémy nous a dit, il est important de ne pas perdre de vue le fait que nous avons absolument besoin, d'une transition au niveau du marché. Il nous faut absolument faciliter cette transition au niveau du marché. Cela peut prendre la forme de tarifs de rachat ou de programmes d'incitants. Est-ce que l'Allemagne, oui, l'Allemagne vient d'entériner une législation visant à accompagner justement l'installation de systèmes de stockage. Je ne sais pas si ici cela se fait au niveau régional ou si cela doit se faire au niveau national, mais il va sans dire que c'est le moment ou jamais, vraiment, parce que le prix de la technologie pour le moment est un bon prix. Tout à fait d'accord avec vous, vraiment. Jérémy, l'association allemande de stockage qui travaille bien sûr avec son homologue européen et son homologue californien. Mais bon, ça c'était une parenthèse. Oui, mais petite question. Est-ce que les tarifs de rachat en Allemagne s'appliquent au stockage? Non. L'Allemagne a sorti un programme d'incitant pour l'installation de stockage décentralisé. Et n'oublions pas le stockage décentralisé. J'insiste, une simulation toute simple vous permet de voir que dans une maison avec un système de photovoltaïque sans stockage, on arrive à 30% d'autoconsommation. Avec un tout petit système de stockage de 2 kW qui coûte moins de 1 000 €. Ça vous permet de doubler la consommation pour arriver à 60% d'autoconsommation. Donc, il est important de ne pas oublier le volet décentralisé. Oui, et ça permet également de travailler à l'éclairage qui peut bénéficier de sa propre autoconsommation et ça permet également de gérer le problème de la charge de base et de la charge de crête. Oui, et j'aimerais en profiter pour vous dire que dans la deuxième partie de la décennie, nous allons assister à une mobilité propulsée par l'hydrogène.
C'est ce que nous faisons à Fribourg. Moi, je pilote une voiture qui fonctionne à l'hydrogène. Cela va faire tache d'huile. Et je suis sûre que pour des régions telles que celle-ci, il serait très intéressant d'explorer cette question de la mobilité. Oui, je disais hier que les 6 principaux fabricants d'automobiles vont commencer à d'ici 2040-2050, se lancer dans la production de masse de ces véhicules. Cela concerne Daimler, General Motors. Donc c'est vrai, il y a des capacités de stockage que l'on peut réinjecter dans le réseau aux heures pleines. Oui, et puis de toute façon, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a quand même des moments de la journée où le vent souffle et où le soleil brille. Vous avez tout à fait raison. Nous n'avons pas besoin de centrales au charbon ou au nucléaire parce que nous pouvons très bien réguler notre système heure après heure. Nous avons besoin de centrales au gaz et nous pouvons les alimenter par du biogaz qui viennent de sources renouvelables. Voilà les infrastructures pour lesquelles nous pouvons avoir une alimentation à 100% renouvelable. Je rappelle que nous aurons tout à l'heure le 6e groupe qui est dédié au transport, donc à la mobilité, dans lequel on retrouvera probablement des questions que vous avez posées. Peut-être une dernière question? Oui. Oui, donc la question est une demande. Est-ce qu'on pourrait avoir un zoom ou un focus sur l'utilisation de l'hydrogène vert dans l'industrie régionale? En effet, on a vu qu'une des particularités de la région était la forte consommation énergétique pour l'industrie et qu'il fallait également travailler en circuit court et en local. Donc je pense par exemple à la plateforme d'énergie de Dunkerque, à l'usine Air Liquide, où on a aussi un leader mondial qui est très avancé dans l'utilisation de l'hydrogène et aussi pour la mobilité, mais c'est un autre sujet, par sa coopération avec Daimler-Benz. Donc est-ce que dans la suite des travaux, on pourra au moins dans le rapport final être très pointu sur ce sujet qui à mon avis permet de grandes sources d'économie? Oui, ça fait partie tout à fait des recommandations qui ont été mentionnées. Alors nous n'avions pas de contributeurs de la part d'Air Liquide dans notre groupe de travail, donc nous nous sommes uniquement appuyés sur une recommandation d'Hydrogénique. C'est un retour d'expérience internationale, donc c'est tout à fait notre positionnement, mais à ce stade nous n'avons pas davantage de chiffres à partager. Ça va? La toute dernière, alors là, il est 11h04, toute dernière question. Oui, Christine Mesurol, Lille Métropole. Je voudrais revenir sur cette question d'énergie qui est perdue et comment on pourrait la stocker. Je pense notamment à l'échelle d'un quartier. J'ai appris que les salles d'informatique perdaient beaucoup d'énergie. Et donc on s'est dit d'une part qu'on pourrait les rassembler pour pouvoir mutualiser. Et est-ce qu'on pourrait stocker cette énergie qui est perdue des salles informatiques à l'échelle d'un quartier? Ça pourrait être intéressant. Et j'ai une deuxième observation. Tout à l'heure, vous avez parlé des méthodes de stockage et vous n'avez pas parlé de l'eau qui pourrait servir de stockage. On a des silos qui sont vides à certains endroits et on pourrait se dire que quand l'électricité est pas chère, on peut pomper de l'eau pour la charger et qu'ensuite ça puisse refaire tourner des turbines au moment où l'électricité est plus chère. Alors, merci pour cette question. Effectivement, le stockage sous la forme de chaleur est un sujet à étudier précisément. Pour l'instant, nous n'avons eu qu'une contribution concernant le stockage souterrain avec une chaleur issue de serre, comme on le disait tout à l'heure. Il y a des projets qui s'intéressent tout à fait au rapprochement. Et bon, c'était une de nos recommandations en termes un peu plus larges au niveau de la région, mais c'est tout à fait valide également à l'échelle d'un quartier que de rapprocher l'émission de chaleur d'un besoin de chaleur. Donc là, c'est tout à fait quelque chose à considérer. Et votre deuxième question portant sur l'eau comme moyen de stockage, donc c'était un petit peu ce qu'on mentionnait également sur les projets à long terme. L'idée d'étudier l'opportunité que représentent les stations de transfert d'énergie par pompage, mais plutôt que le transfert en altitude, utiliser des cavités souterraines pour jouer de l'effet de l'énergie potentielle entre le niveau tout simplement du sol ou en tout cas une différence d'énergie potentielle entre deux réservoirs. Donc ça fait partie des sources que nous devons creuser. Ensuite, ce que nous avons partagé, c'est le résultat d'échanges qui ont eu lieu hier. Évidemment, beaucoup de pistes, beaucoup de portes ouvertes et beaucoup de choses qui restent à traiter d'ici le mois d'octobre. Merci beaucoup. C'était un compte-rendu assez complet, mais qui ouvre des perspectives qu'on n'a évidemment pas épuisées.